C'est l'heure de parler vélo, c'est l'heure de parler cyclisme les amis, le 480e épisode du Coup Tordu, même pendant la Coupe du Monde de football, même pendant la canicule. Le Coup Tordu ne lâche jamais l'affaire, le Coup Tordu c'est des interviews et des previews, c'est le podcast en France qui fournit le plus de podcasts, voilà, le plus d'épisodes, on essaye d'être présent le plus souvent possible pour faire des analyses, pour faire des previews. Quand la saison s'arrête l'hiver, il y a des interviews et le reste de l'année c'est des previews. Donc 480e épisode, je vous retrouve en solo, on va analyser tous ensemble la troisième étape du Tour de Suisse 2026 et la troisième étape du Tour de Belgique. Je décroche un peu à l'arrache en ce moment, je préviens pas trop Thibaut et Enzo parce que je sais pas à quelle heure je fais les podcasts, donc compliqué de s'organiser actuellement, donc c'est pour ça que vous m'entendez un petit peu en solo, mais voilà, il y a des grosses échéances qui arrivent, notamment le Tour de France. On va vous préparer plein de guests, plein de surprises, on fera des previews bien évidemment pour toutes les étapes du Tour de France. Ça approche dans un petit peu plus de 2 semaines maintenant, et puis je vous rappelle également que vous retrouverez notre format habituel pour le Tour de France. Pour préparer tout ça, il y aura 5 épisodes, le classement général, le maillot vert, le maillot des grimpeurs, le Team Classification et un épisode également consacré aux électrons libres, ces fameux coureurs qui vont prendre les échappées chers aux joueurs de fantasy. Je pense que vous aurez ça le 1er juillet sur toutes les plateformes de podcast et bien évidemment sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. On attaque cet épisode, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors j'avoue que je suis pas dans le meilleur des runs actuellement, c'est voilà, de toute façon je vous le disais, quand on était à 40% de ROI en début de saison, je savais que ça allait pas durer longtemps. Alors c'est pas forcément on va dire une question de trucs qu'il n'y a rien qui rentre, parce qu'il y a quand même des trucs qui rentrent. Bon, Pogacar, ça rentre sur l'étape 2. La semaine dernière, on passe Corbin Strong à 10 sur le circuit franco-belge. Donc, il y a quand même des petits trucs qui rentrent à droite, à gauche. C'est juste dans la gestion des mises. C'est-à-dire que quand j'y vais petit, ça passe. Et quand j'y vais gros, un petit peu plus gros, bien évidemment, sur mon schéma de mise, ça passe pas. J'en profite, bien évidemment. Et voilà, je le ferai à chaque épisode. Je vous rappelle que dans le lien de l'épisode, vous retrouvez le numéro de téléphone de joueur info service. Je suis pas là pour vous inciter à faire des paris sportifs, Ceux qui veulent ne pas jouer, ne jouez pas. Attention, il peut aussi y avoir de l'addiction sur les jeux de fantasy, moins que sur les paris sportifs, mais il peut y avoir aussi des addictions sur les jeux de fantasy. Donc à chaque fois, c'est une question d'équilibre, bien évidemment. Et encore une fois, faites de la gestion de bankroll si vous êtes dans les paris sportifs. Chaque euro misé doit être 1 euro pesé. Et l'idée, c'est pas d'être gagnant sur une journée. L'idée, c'est d'être gagnant sur un an. Donc voilà, run un peu bizarre, on va dire, actuellement, pour revenir sur ce qui s'est passé sur la deuxième étape du Tour de Suisse. Alors j'analysais un petit peu la chute d'Urska pour savoir ce que ça avait eu un petit peu comme conséquence sur l'état de forme de Tadej Pogacar, sachant que Poggi avait eu parce que bon, pour les 2-3 qui sont pas au courant, Urska, la femme de Tadej Pogacar, a fait une énorme chute sur l'étape féminine du Tour de Suisse. Donc moi j'étais parti sur cette deuxième étape sur du full UAE, c'est-à-dire il y avait du Pogacar à 0,40, on avait du McNulty à 0,15, on avait du Narvaez. En gros, c'était Wellens, McNulty ou Pogacar remboursé si Narvaez. Donc juste avant l'étape, on rappelle un petit peu le fil de la journée, énorme chute d'Urska, la femme de Tadej. La chute est impressionnante, ça, voilà, elle s'en tire, je crois, avec une mâchoire cassée, et voilà, ça va être un peu chiant pour elle, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et on sait que Poggi avait pu l'avoir au téléphone juste avant le départ de cette deuxième étape du Tour de Suisse. Donc est-ce que ça a impacté sa performance du jour ? Je pensais que non, et j'allais vous dire, voilà, pour moi non. Et en fait, j'ai regardé, allez mater l'interview sur Pro Cycling Stats de Mauro Gianetti juste après la course d'ailleurs, et il le dit clairement, ça l'a complètement sorti de la course. Il avait plus la tête dedans, et on va revenir également sur un truc. Alors attention, Pogacar est professionnel, il a fait une très très belle étape, mais dans la dernière ascension, il n'arrive pas à décrocher Matjaž Vacek, qui est le seul à réussir à s'accrocher à ses basques. Alors énorme perf de Vacek évidemment, mais c'était pas du Tadej Pogacar à 100%. Et je pense que n'importe qui dans la vie, quand on joue avec les émotions, et même sur quelqu'un qui est très très fort, admettons, tu vois, quelqu'un qui est vraiment une force de la nature, tu joues sur les émotions, mais il y a d'ailleurs déjà des études, j'ai déjà vu des documentaires, des sujets, des reportages là-dessus. Tu joues sur les émotions de quelqu'un, tu lui fais perdre de la force. Donc j'ai même envie de dire qu'à la vue des circonstances, la performance de Tadej aujourd'hui, elle est assez énormissime. Mais bien évidemment, c'est un élément qui a remis l'analyse, on va dire. Moi j'étais parti sur un 70% victoire des UAE. Vu ce qui s'est passé le matin de la course, là on pouvait descendre sur un 50-55%.
Après, sur l'analyse de l'étape, les 14 devant avec la victoire de Romain Grégoire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement adopté, j'ai envie de dire, la tactique des réseaux sociaux. La tactique des réseaux sociaux, c'est-à-dire que depuis des années, chaque fois qu'on voit les UAE et notamment Tadej Pogačar dominer une course, la réaction qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et des suiveurs avisés, tout le monde se demande pourquoi on les attaque pas de loin, pourquoi une fois qu'on réussit à faire un écart contre les UAE, pourquoi les coureurs ne s'accordent pas pour créer un écart, et ensuite derrière pourquoi on retrouve des équipes qui roulent avec les UAE. Aujourd'hui ils ont fait tout ce qu'il fallait pour battre les UAE, c'est-à-dire que les 14 devant ont réussi à faire un écart, à attaquer de loin, et ensuite quasiment personne n'a aidé les UAE sur une grande partie de l'étape. Quand les IF ont mis un petit peu la main à la pâte, ou les autres équipes, pour essayer d'avoir un placement dans la dernière ascension, il était de toute façon déjà trop tard pour revenir sur l'échappée. Les équipes ont laissé clairement Nils Politt et Damien Novak faire le taf pendant plus de 100 bornes. Ils se sont retrouvés à 2 contre les 14 devant qui se sont pratiquement ultra bien entendus. Donc voilà, on voit à quel prix on peut battre les UAE. Le vélo, c'est pas que du physique. Ils ont réussi à faire un coup tactique, et pour une fois, ils n'ont pas couru pour les points UCI, ils ont couru pour la victoire. Et bravo bien évidemment à tous ceux qui avaient joué et qui avaient misé une petite somme sur Romain Grégoire. Un petit mot de Side Limit également. Je vous rappelle que le coup tordu est ambassadeur de Side Limit. La date du tirage au sort pour la reward de Paul Lapera, ça sera le 1er juillet. Donc voilà, je le rappelle à tout le monde, ça sera dans les grandes previews du Tour de France. Participe à ce tirage pour l'instant la Soudal Kusek, Naïl Messilio, USR. On a le coup distordu, Faou, Lola FC, les Gangsta, Wolf Paquet. Et voilà, donc si vous voulez intégrer ce tirage au sort, vous rentrez sur Side Limit, vous vous inscrivez avec le mot de passe coup tordu 0 avec le chiffre 0, vous validez le programme de parrainage. Une fois que vous aurez validé le programme de parrainage, c'est-à-dire vous investissez sur 40 € pour vous faire une petite galerie, vous aurez déjà des coureurs assez sympathiques. Vous allez les acheter directement dans les packs. Il y a des packs de coureurs. À l'époque, sur Side Limit, il fallait attendre les mises aux enchères. Là, vous pouvez directement vous fournir en pack. Une fois que vous avez été au bout du programme de parrainage, donc c'est 50 $ USDC, donc 40 €, vous recevez 5000 bidons directement, et vous serez la 9e personne à intégrer le tirage au sort pour repartir avec l'une des plus belles rewards du jeu, la reward de Paul Lapera. Et pour ceux qui sont intéressés également, je le redis, je suis pas spécialiste en crypto-monnaie, mais les gains sur Side Limit sont désormais en Ethereum, et donc voilà, en ETH, et puis en USDC. Alors si vous n'avez pas confiance, une fois que vous avez pris votre Ethereum, vous pouvez tout de suite le basculer en USDC, ça, il n'y a aucun souci. Mais si vous pensez comme moi, et encore une fois je peux me planter, que l'Ethereum est très bas actuellement, c'est autour de 1600-1700 $, vous pouvez laisser pousser également. On est exactement dans la situation Sorare 2021 où certains mecs avaient réussi à faire de belles bascules de cette manière-là. Encore une fois, ce qui s'est passé en 2021 ne veut pas dire que ça va se reproduire en 2026. Voilà, soyons bien clairs là-dessus. En réalité, les cryptos, vraiment, je pense que personne n'est capable de dire dans quel sens ça va aller. Il peut y avoir des analyses, il peut y avoir voilà, ça peut aussi se casser la gueule et être divisé par deux. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, l'Ethereum est très très bas, et les gains en cash de Side Limit désormais sont en Ethereum. On attaque cette preview. On va démarrer. Alors, je vais me focaliser sur le Tour de Suisse et sur le Tour de Belgique. Je vais pas aller sur le Tour de Slovénie parce que j'ai pas regardé l'étape. J'ai vite fait zapper dessus. Au moment où j'ai zappé, j'ai vu il y avait Louis Pierre qui était en train d'expliquer pourquoi la course avait été arrêtée. Il y avait une chute, il y avait plus assez d'ambulance derrière. Victoire d'un bon petit sprinter, Dusan Rajkovic, qui a battu Laurens Pitty. C'est un coureur qui est plus tout jeune, il a 28 piges, on va dire qu'il roule sa bosse sur les 2.1, les 2.2, les courses à l'ombre du show business, comme disait Charles Aznavour. Et donc ce Rajovic, il fait beaucoup de bien en termes de points UCI. Il fait beaucoup de bien à l'équipe Solution Tech Nippo Rally, qui est également l'équipe de Domenico Pozzovivo. Donc rapidement, si on peut analyser cette troisième étape, qui est la première des 2 étapes Rennes, ça va être une étape de montagne. J'ai vite fait regarder les cotes. J'ai vu que Florian Lipovic était à
1,85. Moi, ce qui m'embête un petit peu sur cette troisième étape du Tour de Slovénie, c'est que je trouve que le sommet est quand même un petit peu loin de l'arrivée et même le talus final est pas très. On a 2 talus de deuxième catégorie, 7,9% à 7,9 km à 6,4% de moyenne plutôt dans le premier tiers de l'étape, et ensuite un deuxième talus, c'est 8 km à 6,2% de moyenne. Alors évidemment, sur la classe naturelle, logiquement Florian Lipovic doit réussir à faire la différence. Seulement le sommet de cette ascension sera jugé à plus de 20 km de l'arrivée, et ensuite on a une descente et on a beaucoup de plats. Alors est-ce que Florian Lipovic est un coureur capable de faire des gros numéros solo avec une partie de plat? Franchement, je suis pas sûr du tout, même si sur sa classe naturelle, franchement, il est largement au-dessus des autres. Non, pour moi, il est pas forcément au-dessus de Giulio Pellizzari, mais pour moi, on n'a pas vraiment... Alors, il a pas un fil d'énorme en face de lui, mais voilà, dans un bon jour, du Pozzo, du Fancello, du Sébastien Berwick, ça peut faire la différence. Donc, je suis pas sûr, 1,85, je suis pas sûr, et je suis pas sûr que cette étape soit vraiment l'étape reine du Tour de Slovénie. Je trouve que l'étape de ce samedi sera, à mon avis, beaucoup plus décisif pour le classement général, avec un sommet à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, mais on aura un talus hors catégorie à 13 km à quasiment 8% de moyenne. Là, on pourra faire de vrais écarts, et là, on aura une vraie bosse. Donc voilà, cette troisième étape du Tour de Slovénie, je vais plutôt la folder. On va plutôt donc aller sur cette troisième étape du Tour de Suisse. Alors, s'il doit y avoir une étape pour les sprinteurs, c'est celle-ci. On a quand même du dénivelé sur cette étape. On a un petit peu plus de 2300 mètres de dénivelé, un dénivelé qui est réparti sur la première moitié de l'étape. On aura à peu près 60 bornes de plat après la dernière difficulté pour rallier l'arrivée du côté de Bad Ragaz. Alors c'est vrai qu'on a un beau petit col en début d'étape. On a un talus de 9 km à 6,8%. Dans pas mal d'équipes, on est venu avec des sprinteurs, hein. Moi, je vous fais un petit peu la liste des sprinteurs que j'ai noté. Alors c'est pas des gros sprinteurs, mais du côté d'Alpecin, on peut tenter un sprint massif pour Mathieu Van Der Poel. Si on a un sprint assez réduit, je pense qu'il sait faire. Du côté des IF, on a Luc Lamperti et on a Vincenzo Albanese, et on a Marine Vandenberg. On a quand même 3 belles cartes du côté des IF. Du côté de la Lidl Trek, Matthias Zacek, c'est un mec assez polyvalent, il a une très belle pointe de vitesse. Or lui, Saolar à la Movistar, je pense clairement qu'il a ciblé cette étape. Si on va du côté de la NSN, Corbin Strong également, qui est aussi très en forme. Je pense qu'il est venu précisément pour cette étape. La Red Bull, on roulera pas pour Finn Fisher Black, mais il peut avoir une belle petite pointe de vitesse en groupe réduit. Alors du côté de la Jayco, Michael Matthews, Bling Bling, a dit qu'il ferait plus les sprints massifs. Alors il va falloir regarder, j'ai pas encore regardé, on regardera dans l'épisode. Est-ce qu'il y aurait un match-up contre Bling Bling? Alors après, c'est là que Bling Bling va prendre l'échappée et va aller la mettre au fond, mais on va regarder. Bon écoutez, pas de pique contre Michael Matthews. Je vois sur un book, attendez, je suis complètement passé au travers de ça. Cadem Grove serait sur la liste de départ du Tour de Suisse. Cadem Groves est là. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même un bon duo. Mathieu Van Der Poel, Cadem Groves. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. J'avais pas vu que Cadem Groves était là. Je vais tout de suite aller voir les cotations parce que ça, de manière claire, nette et précise, le duo m'intéresse énormément. Je pense qu'on va jouer, le sprint pour les deux coureurs. Alors on a du côté des UAE, on peut jouer également pour Jonathan Narvaez. Qu'est-ce que j'avais noté du côté de la Soudal? Bien évidemment, on va jouer pour Alberto Dainese. La Visma Lease Bike, on va jouer pour Mathieu Brinan. Donc vous voyez, on a quand même, je pense, plusieurs équipes. Et du côté de la Picnis Postenel, alors il n'y a plus grand monde, mais on va jouer, je pense, pour Casper Van Huyden et éventuellement la Tudor pour Marius Mayhofer. Mais voilà, c'est vrai que j'étais passé au travers du fait que Cadem Groves était sur l'étape, donc je vais vous dire qu'au départ j'étais plutôt parti sur un no-bet. Alors très important également, il y aura vent de face sur la phase retour, sur toute la partie plate qui va amener les coureurs à l'arrivée. Alors j'imagine qu'on va avoir des coureurs qui vont tenter de mettre le feu de manière, on va dire, assez lointaine, mais voilà, je pense quand même que s'il y a une étape qui doit être pour les sprinteurs, je pense malgré tout que ça sera cette étape-là. Et effectivement, écoutez, Cadem Groves, la cote elle est à 9. Ça me plaît bien, cette cote de Cadem Groves.
C'est vrai qu'en plus, il a une certaine capacité à passer les bosses et surtout, il va se retrouver avec l'un des meilleurs poissons pilotes au monde, à savoir Mathieu Van Der Poel. Alors je vais le jouer en sec, notre ami Callum Groves. Je vais pas non plus faire le fou, 0,05% de bankroll. Je vais prendre la victoire à 9. Après c'est vrai que je vois quand même un scénario sprint. Ça doit se terminer au sprint au moins une fois sur deux cette étape, à minima en groupe réduit à 50-60 coureurs. Si on est dans cette configuration-là, Caleb Groves, pour moi, a cette capacité à réussir à passer les bosses. Donc si on a un sprint en comité réduit à 50-60 coureurs, Caleb Groves doit être là. Donc Caleb Groves, allez, il doit dans cette configuration-là, il doit terminer top 3 si ça arrive au sprint minimum. Donc c'est vrai qu'on a également une cote à 3 pour le top 3. Donc on va prendre une couverture également, on partira sur 0,1% de bankroll pour le top 3 de Callum Groves. Donc voilà, la victoire à 9 et le top 3 à 3, donc 0,05% de bankroll pour la victoire à 9 et le top 3 à 3, 0,1% de bankroll. On va pas non plus faire les fous, bien évidemment. Encore une fois, le scénario reste incertain. Je suis un petit peu à contre-temps actuellement, donc voilà. Donc dans ce cas-là, faut ralentir les mises et faut y aller mollo. Mais c'est vrai que j'étais passé au travers. Callum Groves avait plutôt été discret pour l'instant. J'étais un petit peu passé au travers. En plus, je regarde le sprint, un petit léger faux plat montant. Franchement, cette étape est vraiment bien taillée pour Callum Groves. Je pense que les quelques équipes qui ont un sprinter vont devoir absolument rester groupées, faire le point en haut de la deuxième ascension et puis ensuite rouler pendant une centaine de kilomètres. Donc je pense qu'il y a quand même possibilité d'avoir un sprint à minima semi-massif sur cette étape. On va basculer sur la troisième étape du Tour de Belgique, donc étape reine du Tour de Belgique. On a quasiment 3000 mètres de dénivelé positif, la fameuse étape de Durbuy, donc étape qu'on voit tous les ans sur le Tour de Belgique. Alors c'est casse-pattes, bien évidemment, ça monte, ça descend, c'est des petites ascensions, on va dire, c'est même pas typique des Flandriennes, parce que sur les Flandriennes, on a souvent beaucoup de plats entre les ascensions, et le jeu d'équipe devient absolument tactique, mais là je pense que ça va plutôt se faire à la jambe. Alors après, quel scénario de course évidemment, c'est la seule étape reine. Donc tous ceux qu'on va dire des capacités de puncher et de grimpeur vont devoir, à mon avis, torpiller la course de manière assez précoce, histoire de mettre un petit peu hors jeu des mecs comme, Merlier, je pense qu'il y sera pas, mais un mec comme Philipsen peut être dangereux. Voire un Bini, Binyam Girmay, ça passe aussi assez bien les bosses, et Bini a l'air très très en forme. Donc je pense qu'il y a quelques équipes qui ont vraiment intérêt à décanter la course de manière assez précoce. Alors je pense aux UAE évidemment. Alors les UAE viennent pas non plus avec la Dream Team, mais ce qu'on voit sur le Tour de Suisse, bien évidemment, c'est que les UAE, ils sont tous en pleine forme, ils sortent de stage, ils sortent d'altitude, ils ont du sang frais, ils sont taquets, et donc vous l'avez compris, moi le premier nom qui m'intéresse, alors il y a deux choses qui m'intéressent. Le premier nom qui m'intéresse, c'est Florian Vermeersch, vous l'avez compris, je vais sur la forme actuelle des UAE. En plus, Florian Vermeersch, il va faire le Tour de France, et quand tu vas être l'équipier du meilleur coureur au monde, t'as intérêt à être 100% taquet plus. En plus, on sait que Vermeersch, c'est l'un des meilleurs amis de Tadej Pogačar. Il est à domicile. J'ai pas de doute sur le fait que Florian Vermeersch va tenter sa chance. On a vu Rune Ergots qui était abyssal sur la première étape. Julius Johannessen, il est très en forme depuis quelques semaines. Donc on a quand même une équipe qui tient la route du côté des UAE. Donc je pense que Vermeersch va la tenter de loin. Alors j'ai pas parlé de la météo. On pourrait avoir un petit peu de pluie. On pourrait avoir un orage en milieu de course. C'est pas sûr. Encore une fois, les indices météo sont assez mitigés, mais ça pourrait aussi un petit peu compliquer la course s'il se met à flotter, si on se met à avoir un orage vers 3h, 4h de l'après-midi. Donc la cote de Vermeersch, je l'avais vu passer à 12, je l'ai raté, je l'ai prise à 10, mais pour moi la cote à 10, elle est très très bonne à prendre, 0,03% de bankroll, la victoire de Florian Vermeersch, et le top 3 que j'ai été chercher, le top 3 qui est à 3 également, 0,1% de bankroll pour le 0,1% de bankroll pour le top 3 de Florian Vermeersch sur cette étape. Donc alors attendez, je reprends les pics que j'ai pris. Donc la victoire, 0,03% de bankroll, la cote à 10, et le top 3
La cote, elle est à 3,25, voilà, c'est ce que je cherchais, et 0,09% de bankroll pour le top 3 de Florian Vermeersch. Le deuxième qui m'intéresse sur ce Tour de Belgique, là je vais plutôt aller sur la forme du moment. Vous remarquerez quand même, je vous en ai parlé dans l'épisode d'hier, que les coureurs qui sortent du Giro sont plutôt en forme. Aujourd'hui encore sur l'étape du Tour de Suisse, on en a 2 dans le top 5. Je vous avais parlé de la victoire de Corbin Strong la semaine dernière, donc on est encore un petit peu sur la surcompensation du Giro. Le Giro est terminé depuis 2 semaines et demie. Je pense que du côté des équipes, on anticipe désormais ce genre de move. Pendant très très longtemps, les coureurs, après un grand tour, soit ils étaient complètement morts, soit au contraire ils volaient. Donc là je pense qu'on anticipe déjà la récupération des coureurs et on optimise tout ça pour avoir des coureurs forts après un grand tour et pour leur permettre de progresser. Moi le deuxième qui m'intéresse très clairement, c'est Jasper Stuyven qui a fait un énorme Giro. Sa cote elle est à 17. Il a souvent bien réussi cette étape, souvent placé 5-6e sur cette étape reine du Tour de Belgique. Jasper Stuyven, on a une victoire à 17. Moi ça me plaît. Là je vais vraiment encore une fois compliqué d'avoir un scénario de course sur cette étape, à part que pour moi ça va être décanté de loin et qu'on va avoir une explication en trompe fort avec les sprinters et sprinter punchers qui seront plutôt relégués dans un deuxième temps. Donc la victoire de Stuyven à 17,002% de bankroll pour la victoire de Jasper Stuyven, et il y a son top 3 également qui est à 5 et 0,05% de bankroll pour le top 3 de Jasper Stuyven pour cette troisième étape du Tour de Belgique. Alors du côté des match-up, voilà, ça y est, je viens de voir, je viens d'en voir un qui me plaisait bien, j'étais complètement passé au travers. Le match-up de Corbin Strong. Alors Corbin Strong, moi sur l'étape du Tour de Suisse, voilà, je reviens sur ça, j'avais raté ce match-up. Corbin Strong devant Bling Bling Matthews. Pour moi, c'est un match-up qui me plaît énormément. Pourquoi ? Pour que Bling Bling soit devant, il faudrait que Bling Bling, pour moi, soit dans l'échappée et que Corbin Strong n'y soit pas. S'il y a sprint massif, Michael Matthews a dit que voilà, il était un petit peu terrorisé de sa chute, qu'il avait mis sur le flanc sur une grosse partie de la saison. On a vu d'ailleurs sur le Dauphiné qu'il n'avait pas fait les sprints massifs. Donc pour l'instant, il laissait un petit peu de côté les sprints massifs. Donc pour moi, dans mon analyse, pour que le match-up est à égalité, on a du 1,85 pour Matthews et on a du 1,85 pour Corbin Strong. Pour moi, la réalité, on est plus... Allez, si vraiment je rabote, pour moi, on est plus sur un 65-35, voire sur un 60-40. En plus, si ça joue à la pédale et si ça joue au sprint entre les deux, je pense que Corbin Strong a toutes les capacités à taper Bling Bling. Mais j'ai pas l'impression que Michael Matthews, voilà, il revient de blessure. On voit qu'il est très en forme. Mais j'ai pas l'impression que sa pointe de vitesse, son sprint, soit quelque chose qu'il ait particulièrement travaillé sur son retour. Donc pour moi, c'est typiquement le genre de faille qu'il faut exploiter quand on a ce type d'infos. Donc je vais partir sur le match-up Corbin Strong qui bat Bling Bling, qui bat Michael Matthews. Ça sera du 0,20% de bankroll, donc 1,85 pour Corbin Strong devant Bling Bling, devant Michael Matthews. Voilà, c'est exactement le match-up que je cherchais tout à l'heure, que j'avais pas trouvé. Je cherchais un truc contre Michael Matthews, donc je pousse, je vais au bout de mon idée. Donc voilà, vous l'avez compris, j'étais revenu sur la troisième étape du Tour de Suisse. Merci d'avoir été fidèle au coup tordu. Encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir en message privé, on échange, on discute, on partage tous ensemble. Si je vous réponds pas dans la foulée, ne vous inquiétez pas, des fois je mets 2, 3, 4 jours à répondre, mais je finis toujours par répondre absolument à tout le monde. Vous retrouvez les previews de Enzo sur son site The Big Gear, les previews de Thibaut, voilà, qui ont fait pas mal sur Vélo Futé, puis il y a toujours plaisir à échanger avec la Thib sur son compte Twitter Thibaut Chambre et Enzo alias Analyste Phoenix, et on se retrouvera ce vendredi soir pour le 481e épisode du Coup Tordu. Ciao les amis.